C'est une rentrée tristement historique que l'on vient de vivre en France. Plus d'un an après la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron, rebelote et le pays bascule dans une énième crise politique. Les Français retournent dans la rue, François Bayrou démissionne, Sébastien Lecornu aussi pour revenir, après avoir nommé un gouvernement record de 15 heures à peine. That's a new record. Les émotions de censure tombent, les cartes politiques sont totalement rebattues. Je censure tout. Voilà, là, maintenant, stop. Quand un ancien président de la République est lui condamné à une peine de prison. Cette injustice est un scandale. Bref, la France est loin, très loin, de rayonner par sa stabilité politique. Mais justement, qu'est-ce qu'on en dit au-delà de nos frontières ? L'Allemagne, ils sont inquiets. Je crois qu'on peut dire maintenant... Le pouvoir en France aujourd'hui est pratiqué un peu de façon isolée, un peu monarchique par Emmanuel Macron. Il est passé du golden boy européen au président isolé. On se demande si le système français peut encore tenir avec des gouvernements qui durent 3 mois. Dans un monde où Gaza, l'Ukraine, l'économie, le retour de Donald Trump et la montée de l'extrême droite occupent déjà le devant de la scène, la crise française intrigue tout autant qu'elle inquiète. Car derrière les feuilletons politiques et les coups de théâtre, une question revient bel et bien, peut-on encore compter sur la France et son président, jugé de plus en plus imprévisible et isolé ? De l'Europe au continent américain, ils sont journalistes et nous ont répondu sur la façon dont leurs pays respectifs observaient ce qui se joue en France. Des témoignages et des analyses à retrouver tout de suite sur Blast. L'Allemagne, ils sont inquiets. Je crois qu'on peut dire maintenant... il y a quelques mois, ils pouvaient se dire qu'est-ce qui se passe, ils pouvaient être interrogatifs. Aujourd'hui, on est vraiment dans de l'inquiétude. Parce que faut savoir que l'Allemagne traverse une passe difficile économiquement en ce moment. Et donc, l'Allemagne a besoin d'une France stable et d'une France solide. La stabilité, c'est une sorte d'obsession chez les Allemands. Ils ont souvent ce mot à la bouche, vraiment. Et donc, évidemment, tout ce qui se passe en ce moment en France, c'est tout le contraire. Les Allemands sont perdus en ce moment. Si vous voulez, il y en a même qui me disaient, sous couvert d'anonymat évidemment, mais parmi quelques politiques au Bundestag, c'est pas qu'on voudrait l'extrême droite, mais si l'extrême droite apportait de la stabilité en France, mon Dieu, ce serait terrible, mais on ferait avec. Voilà. Les gens sont un petit peu inquiets. Ils ont l'impression que la France est devenue un petit peu ingouvernable, qu'il n'y a pas vraiment de sortie de la crise qu'il y a aujourd'hui, désormais depuis un peu plus d'un an, que le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé va pas forcément durer très longtemps non plus. On a l'impression que la France, elle est un petit peu bloquée au niveau politique, très divisée aussi. Au-delà de l'actu très politique de qui est le Premier ministre, etc., on suit aussi beaucoup les mouvements sociaux quand il y a des mouvements de grève en France ou des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose que les Espagnols admirent beaucoup, la capacité des Français à se mobiliser. Mais c'est aussi une source d'inquiétude en se disant un pays où il y a beaucoup d'avancées, un peu un modèle, est aussi en train de ne plus progresser. C'est facile. Le Gardien l'a appelé récemment une permacrise, donc une crise permanente. En gros, on se demande si le système français peut encore tenir avec des gouvernements qui durent 3 mois. Donc, on est un peu dans la même situation qu'on était quand nous, on a eu 4-5 premiers ministres en quelques années seulement. Mais les tables have turned, comme on dit en anglais. Le Royaume-Uni a peut-être plus l'habitude d'être au centre de ces crises politiques, en fait. Et du coup, je pense que d'un œil, ils se disent regarde, on est un peu plus stable, nous, chez nous, au Royaume-Uni, et c'est pas si parfait que ça, l'Union européenne ou l'Europe, carrément. La politique française, elle est suivie aux États-Unis, mais de manière assez irrégulière et superficielle. Premièrement, du fait en fait de cette saturation de l'espace médiatique et de ce rythme qui est imposé par la Maison Blanche, c'est pas facile finalement d'avoir toutes les ressources et d'avoir en fait un public qui est suffisamment intéressé pour aller regarder ce qui se passe véritablement ailleurs. Mais je crois que ce qui retient beaucoup l'attention des médias américains, ce sont et du public, je crois aussi du grand public, ce sont les signes de désordre. Donc genre le gouvernement qui tombe, les manifs, qui est quelque chose culturellement qu'on retrouve pas particulièrement aux États-Unis, ou les grosses divisions internes. Ces événements, ils sont plutôt perçus comme un peu révélateurs du malaise européen qui est peut-être un petit peu plus large et qui est souvent du coup, selon les médias, mais surtout utilisé par les médias conservateurs, comme un comparateur, comme une manière en fait de montrer que la politique américaine, c'est le retour du grand leadership américain, donc le vieux continent est un peu fatigué, la démocratie c'est un peu compliqué et la stabilité est un peu fragile, notamment
en France? Depuis le Brexit, son premier voisin européen, c'est désormais la France. Il y a donc ce slogan France EU our nearest EU neighbor. Donc il y avait déjà des partenariats commerciaux, etc. Mais depuis le Brexit, ces partenariats se sont multipliés, se sont renforcés. Et donc, qui dit instabilité politique, instabilité gouvernementale en France, dit remous, dit doute, dit instabilité sur les marchés. Alors évidemment, ça plaît pas trop à l'Irlande. On a vraiment l'impression que la politique française, c'est un peu le chaos, ça part dans tous les sens. En plus de ça, on a un système politique et judiciaire vraiment distinct qui a aucun rapport. Puis beaucoup se perdent aussi dans le jargon français, comme les mots Matignon, parquet. Les gens sont pas du tout familiers avec ces mots-là. Et encore moins les Canadiens anglophones. En général, on manque beaucoup de contexte ici. Donc, on va voir par exemple qu'il y a des changements de Premier ministre, mais on ne sait pas trop pourquoi. On manque des enjeux. On ne connaît pas les enjeux budgétaires, les enjeux de la dette française. Donc, il y a un manque profond d'analyse. Et de compréhension de la situation française et des politiques françaises. C'est vrai que là pour le coup c'est plutôt la Belgique qui est une exception européenne dans le sens où cette culture du compromis, elle est très 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 ancrée non seulement dans la vie politique belge, mais je dirais même aussi dans la société belge. En fait, c'est quelque chose qui est très très ancré en nous. Pour vous donner un exemple, l'actuel gouvernement fédéral en Belgique, il est composé de 5 partis. Et vous voyez, ces 5 forces politiques-là sont ensemble dans un même gouvernement, ce qui, je pense, en France serait assez en fait impossible. Je vous l'ai dit, je suis un moine soldat. Ce soir, ma mission est terminée. Je vais être très honnête, le cornu dans l'opinion publique, personne ne sait vraiment de qui il s'agit. Les médias américains, de ce que je regardais, je fais une petite revue de presse sur tout ça, ils ont tendance à percevoir pas mal le cornu comme un collaborateur de Macron et pas vraiment comme un chef de gouvernement autonome. Du coup, en fait, ça réduit un peu mécaniquement son importance dans le récit médiatique, quoi. Je pense que les gens ont beaucoup plus en tête qui est Emmanuel Macron, et je pense que pour eux, c'est plus lui la figure du pouvoir aujourd'hui en France. J'ai l'impression un peu qu'en fait, le pouvoir en France aujourd'hui est pratiqué un peu de façon isolée, un peu monarchique par Emmanuel Macron. Le personnage d'Emmanuel Macron n'a plus le même crédit. Il inquiète en fait. Il inquiète parce que l'adjectif qui pourrait le caractériser aujourd'hui, c'est imprévisible. Il faut se rappeler d'où on vient. 2017, première élection d'Emmanuel Macron, les Allemands sont sous le charme complètement parce que il a un discours très pro-européen, son profil centriste, libéral, rassure vraiment les autorités et l'opinion publique aussi. Il faut se rappeler dans les sondages d'opinion faits dans différents pays européens, celui qui plaçait, on va dire, Emmanuel Macron en termes de cote de popularité, voilà, au sommet, c'était l'Allemagne, les Allemands. Alors, ça a tenu pendant des années, hein, en dépit des crises, de ce que vous avez pu connaître en France, jusqu'à la dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je dirais que le point de rupture, c'est vraiment, il y a 1 an, cette dissolution, où là, les Allemands ont commencé à s'interroger. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? C'est pas un jeu dangereux? Est-ce que c'est pas le risque d'amener l'extrême droite au pouvoir? Ce qui est évidemment, vous l'imaginez, vu d'Allemagne, la peur ultime. Voilà, cette extrême droite au pouvoir. Et donc, on se demandait un petit peu, vu d'ici, à quoi il joue. Effectivement, ça s'est renforcé très sévèrement ces derniers mois ou même encore ces dernières semaines. Macron, il est souvent, au Canada, il est quand même perçu comme une figure de stabilité, de technocrate moderne, mais de plus en plus, il est associé à l'usure du pouvoir, c'est sûr. Il y a une chronique, par exemple, qui est récemment apparue dans la presse, il y a 2 ou 3 jours, je pense, où la chroniqueuse
peint Macron comme un énième dirigeant narcissique qui place ses intérêts personnels avant les intérêts de la démocratie et du bien commun. Donc vraiment, dans sa chronique, elle met Macron au même niveau que plein d'autres dirigeants narcissiques comme Trump, qui, de par leur comportement, polarisent le débat et conduit à des décisions plus impulsives ou symboliques. Ça, c'est sûr que juste après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il y avait une fascination pour Macron qui traversait presque tous les courants de la société belge. Ça, c'est vrai qu'à l'époque, Macron impressionnait, je dirais, l'ensemble du monde politique belge, surtout en Belgique, un pays où on regarde toujours vers la France. Et aujourd'hui, c'est sûr que Macron est totalement démonétisé. Plus personne, justement, c'est ça qui est ni du centre, ni de droite, ni de gauche, ne songe à se revendiquer comme le Macron belge. Il y avait aussi l'idée qu'il portait des idées différentes. Il portait des idées, je veux dire, dans le contexte de l'époque, plutôt une troisième voie au centre, alors que dans le reste de l'Europe, il commençait à y avoir une montée des partis extrêmes, je pense, partis nationalistes, souverainistes, etc. Il portait un peu une voie centriste, plus libérale, plus ouverte. Ici, en Espagne, on a eu Ciudadanos qui portait un petit peu cette même idée, un des partis qui a été créé après le 15 mai. Je pense que comme en France, on a pu voir sa façon de pratiquer le pouvoir, et surtout dernièrement, depuis la dissolution de l'Assemblée, je pense que les gens ont une image de lui comme une personne totalement isolée qui pratique le pouvoir seul, un peu comme un monarque qui s'est un peu retranché, et finalement aussi qui a raté son pari et sa promesse quand il se présentait comme un frein face à l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On le voit un peu comme le président respecté à l'étranger, mais contesté à la maison. Vu aussi que c'était le président pendant Brexit, etc. Sa première visite, c'était la première visite officielle d'un leader européen. Et c'est là un peu le ton optimiste. On se dit que la France et le Royaume-Uni peuvent sauver l'Europe, a dit Euronews par exemple, ou que, comme un reporter de The Standard, ils ont appelé, comme Macron a dit, une relation franco-britannique serait un game changer. Ça changera le jeu. Donc il y a un peu cette idée de oui, on est prêt à redevenir important, et Macron, c'est l'homme qui pourrait nous aider, je pense. Mais on sait qu'à l'intérieur, c'est une crise politique qui le descend en enfer un peu, et ça devient une farce. Quand Macron a été élu, donc en 2017, il a fasciné la presse américaine. Le New York Times, à l'époque, le qualifiait de dernier défenseur de la démocratie libérale. Le Washington Post, qui depuis a un peu changé de ligne éditoriale, mais parlait d'un anti-Trump européen. Mais cette fascination, elle s'est pas mal érodée et elle a été remplacée, j'ai l'impression, depuis 2022-2023 par une forme d'usure, voire un peu d'incompréhension. Je lisais un éditorial du New York Times sur Macron qui date de l'année dernière, où on parlait, en fait, il est passé du golden boy européen au président isolé. Et c'est vrai que c'est hyper révélateur de l'opinion de tout ça. Pour le sommet de la paix à Gaza, qui était organisé à Sharm el-Sheikh, Trump y a tenu le rôle principal, a été très triomphant, et puis il a lancé ce pic, en fait, à Macron. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. C'est un tacle qui est soi-disant bon enfant, mais assez révélateur finalement du rapport de force qu'il y a entre les deux dirigeants et donc entre les deux pays. En Allemagne, ça a été évidemment terrible. En plus, cette condamnation à la prison d'un ancien président de la République est intervenue dans ce maelstrom, enfin ce désordre politique français. Donc c'est plus un effet d'accumulation, je dirais, qui vraiment met la France tout à coup au cœur de l'actualité, en une, et quelle triste une. Donc c'est plus un effet d'accumulation qui fait vraiment dire aux Allemands, mais qu'est-ce qui se passe en France? Les journaux parlaient et télévisaient de la RTBF, donc la chaîne de télévision publique, mais aussi de RTL, la chaîne de télévision privée, ont ouvert leurs journaux avec
la condamnation de Nicolas Sarkozy. Un ex-président français derrière les barreaux, ce sera une grande première et c'est ce qui attend Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, les ennuis judiciaires de Marine Le Pen avaient eux aussi fait les gros titres en Belgique. Donc, c'est vraiment, voilà, ce sont des épisodes qui s'invitent de façon forte dans l'actualité belge. Ça a beaucoup surpris parce que voir un ex-président condamné, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et je pense que ça a été perçu comme la preuve que la justice française a du cran. Même les articles The Telegraph, The Daily Mail, etc., qui sont connus pour être des tabloïds un peu très de droite. Un des headlines, c'était, ils appelaient le président bling bling, le petit homme avec un grand ego qui a vécu comme un roi et a épousé une top modèle. Et du coup, même de droite, c'était, on est content que la justice française gagne, etc. La condamnation de Sarkozy, elle a été très reprise dans les médias, ce qu'ils appellent les legacy médias américains, mais de façon plus ponctuelle et explicative, sans susciter de débat sur la durée. Et je pense qu'à nouveau, c'est lié à cette saturation de l'espace médiatique. Il y a plusieurs médias américains qui ont repris les déclarations de Sarkozy et de ses proches qui dénonçaient une witch hunt, donc une chasse aux sorcières politique. Fox News, qui est un média traditionnellement plus orienté à droite, qui a cité l'expression explicitement. Elle fait écho au vocabulaire de Donald Trump lui-même, qui utilise la même formule depuis des années pour délégitimer toutes les enquêtes judiciaires en fait à son encontre. Je crois que l'affaire Sarkozy, qui est pas terminée, mais a servi pas mal de, à nouveau en fait de miroir pour réfléchir à la responsabilité des dirigeants et à l'état de droit. The justice system wanting to show that no one is above the law. Il y a 2 candidates à la présidentielle, 2 femmes. Au départ, ils étaient 3. Dont un homme qui, lui, représentait le Fianna Fáil, donc c'est l'autre parti de centre-droit qui fait partie de la coalition gouvernementale. Mais ce monsieur s'est retiré il y a 2 semaines déjà, parce que il y a eu un scandale autour de lui. En fait, un article est sorti dans la presse, comme quoi Jim Gavin, son nom, devait 3 000 € à un ancien locataire il y a plus de 16 ans. Mais quand on voit la différence entre 3 000 € il y a plus de 16 ans et ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, où voilà, on parle de millions d'euros, de financement libyen, etc. L'écart était si énorme que voilà, quand on parle avec des Irlandais, ils disent mais ça va pas dans votre pays. Par contre, ce débat politique en France, il est aujourd'hui, il me paraît, en tout cas, je vous le dis comme je le pense, totalement, je dirais, gangréné, allez, je le dis, par la grammaire de l'extrême droite. Et ça, c'est... Alors, bien sûr, hein, le fait que l'extrême droite, les idées d'extrême droite progressent à une vitesse galopante, c'est pas du tout propre à la France. Mais par contre, que la plupart des grands, ou en tout cas une grande partie des grands médias, comme ça, reprennent pour argent comptant la lecture de l'extrême droite. En Belgique, on n'en est pas encore là, je dirais. Et je pense que beaucoup de pays européens, heureusement, n'en sont pas là. Étant un des voisins les plus proches de l'Irlande, est-ce que ça pourrait être un nouvel exemple d'extrême droite arrivé au gouvernement? Et ça fait un peu peur en Irlande. Alors, il n'y a pas d'extrême droite à proprement parler en Irlande. Pas encore. Il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont très présents sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de manifestations anti-migrants de part et d'autre de la frontière entre la République et l'Irlande du Nord. Mais pour le moment, ils n'ont pas de poids électoral, ils n'ont pas de place au Parlement, etc. Je dirais que la montée de l'extrême droite nous a fait réellement peur au Canada, surtout aux dernières législatives là en avril. Ce qui a sauvé au final les Canadiens d'une montée de l'extrême droite, ça a sûrement été Trump aux frontières qui ont fait extrêmement peur aux Canadiens. Et je pense que c'est hyper important pour nous d'observer un peu avec une loupe ce qui se passe en Europe et d'apprendre aussi de ça pour essayer un maximum de nous pas tomber là-dedans. La montée de l'extrême droite en France, mais aussi en Europe, elle est pas mal suivie aux US et surtout par les médias conservateurs comme Newsmax ou OAN, qui est One America Network, qui en fait
il présente beaucoup cette montée de l'extrême droite en Europe comme une confirmation finalement des dynamiques populistes qui sont observées aux US depuis le retour de Trump au pouvoir, mais aussi depuis le retour de Trump en fait dans l'espace public de manière générale. Et je pense qu'on peut citer l'exemple de la condamnation de Marine Le Pen qui a été très largement reprise dans les médias américains. Elle a été utilisée beaucoup comme une confirmation des récits trumpistes sur la persécution politique et la guerre qui est menée par les élites sur les conservateurs. On observe, bien sûr, la montée en France et en Europe avec l'Allemagne, etc., avec curiosité et de l'inquiétude, je dirais, parce que c'est nos voisins économiques, politiques, culturels, et que ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, soit arrive chez nous, soit est exporté chez vous. Je crois que du côté allemand, on en revient toujours à la même chose. S'il n'y a pas un partenaire stable à Paris, il y a plein de dossiers qui peuvent pas avancer. Donc, il y a besoin de toute façon, pour peser face aux États-Unis de Trump ou à la Chine, à la Russie, à l'Inde, aujourd'hui à l'échelle mondiale, d'une puissance européenne. Aujourd'hui, le ventre mou du monde, c'est l'Europe. Et donc, si la France ne va pas bien, si l'Allemagne est empêtrée économiquement, on est encore plus à la merci, entre guillemets, si j'ose dire, de tous ceux qui pourraient chercher à nous nuire. La France, l'Allemagne, ce sont quand même les deux leaders européens. Pour un petit pays comme l'Irlande, voilà, la France a toujours été un exemple, je pense, politique. Après, d'un autre côté, ce que critiquent beaucoup les Irlandais aussi ici, en parlant à des gens dans la rue et dans mon entourage, ici, il y a une coalition gouvernementale, on est beaucoup plus dans le compromis. En France, ça n'existe pas. Et je pense que les Irlandais comprennent pas vraiment cette situation-là, ces blocages à répétition. Vu qu'ici, ça ne se passe pas comme ça, c'est un peu plus... c'est bizarre pour eux. D'un côté, je pense, pour l'Espagne, la France, ça reste un pays important en Europe, évidemment. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant à relever, c'est que l'Espagne, qui n'était pas forcément un pays, je pense, aussi important que la France ou l'Allemagne au niveau de l'Europe, est en train de prendre plus de place. Pedro Sánchez, ça a été, par exemple, sur la question de la Palestine, un des premiers chefs de gouvernement, et du coup, l'Espagne est un des premiers pays à reconnaître la Palestine. This decision, Spain joins the more than 140 countries that already recognize Palestine. C'est aussi le premier chef d'État à parler au gouvernement de génocide. Il essaie de se positionner un peu comme le leader de l'opposition, je pense, à Israël en Europe. Et maintenant, ça a suivi, mais la reconnaissance de l'Espagne et la mobilisation en termes diplomatiques de l'Espagne pour appuyer la Palestine et porter une voix différente au sein de l'Europe. D'avoir une instabilité politique à ce point prolongée, forcément, la voix que vous portez au Conseil des ministres européens, elle s'en trouve amoindrie. C'était pareil pour la Belgique quand on s'est retrouvé 541 jours sans gouvernement en 2010-2011. C'est sûr que vous n'êtes pas en position de force pour venir parler devant tous vos collègues européens en disant oui, et la Belgique ou la... Et aujourd'hui, la France défend cette position. La France se donne souvent cette posture finalement à l'international de la voix de la raison, la voix de la sagesse, mais aussi de la fermeté. Mais finalement, on a derrière Donald Trump qui arrive avec un style qui peut choquer énormément de gens, mais qui arrive sans juger pour autant sur la manière, mais qui arrive au résultat escompté. Et je pense que c'est une grosse remise en question finalement de la promesse française et de la promesse de la place de la France sur la scène internationale et notamment diplomatique. Dans tous les cas, je crois que la France, c'est un point d'observation, mais pas vraiment un sujet central actuellement. On la regarde surtout quand elle permet de comprendre en fait des enjeux plus larges comme... j'espère que j'invente pas le mot, mais la gouvernabilité, le fait de pouvoir gouverner les gens, cette crise au centre et la polarisation. Donc la France, ça reste un repère, mais pas vraiment une obsession. Les problèmes auxquels est confrontée la France aujourd'hui,
En fait, ce sont des problèmes qui ne me paraissent pas très particuliers, dans le sens, la difficulté de former un gouvernement. En Belgique, on a su ce que c'était, mais les Allemands, les Espagnols, les Italiens ont éprouvé ça aussi. La montée en puissance de l'extrême droite, qui est soit aux portes du pouvoir, soit carrément au pouvoir, c'est un phénomène qui traverse toute l'Europe. Donc là, il n'y a rien de spécifiquement français, mais par contre, ce qui me semble spécifiquement français, c'est de croire que c'est une spécificité française. Et peut-être ça dédramatiserait aussi la situation de savoir, bien sûr, là, en disant ça, je ne nie pas la gravité des problèmes. Je pense qu'on est aujourd'hui, en 2025, en Europe, dans une situation vraiment, vraiment grave à plusieurs niveaux, mais la France n'est pas seule à affronter ces problèmes-là. Merci d'avoir répondu présent pour ce petit point presse de méthode. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à réagir en commentaire, et plus que jamais, Blast a besoin de vous. Pour soutenir un journalisme indépendant, vous pouvez nous aider en faisant un don ou en vous abonnant. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles infos sur Blast.